Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à bord du train littéraire de ce mois d'avril. Et pour un rappel, sachez que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, de l'espace La Gare, la radio Djoliba et de Djoliba TV. C'est une rencontre avec des écrivains pour échanger avec eux sur les problématiques posées dans leurs œuvres, mais aussi pour vulgariser les œuvres littéraires au Mali, en Afrique, des œuvres des Maliens, des œuvres des Africains, pour que notre littérature puisse alors briller et nous amener toujours les nouvelles de notre culture, de notre civilisation, bref, de notre vie. Ce soir, nous allons recevoir deux grands écrivains, mais qui sont aussi deux très grands docteurs, deux très grands intellectuels. Il s'agit d'abord du docteur Clément Lona et de son nom original Yanlo Avurus. Il est prêtre. Après des études de philosophie à la faculté libre de philosophie comparée dite IPC et en Sorbonne à Paris, des études de théologie à Rome, il enseigne la philosophie et la théologie depuis 1998. Il est l'actuel recteur du grand séminaire Saint-Augustin de Bamako, comme auteur de La Croix, accomplissement de la révélation chez Von Balthazar, publié en 1998 à Rome, Saint-Augustin, l'homme et sa doctrine, l'amitié à la lumière d'Aristote en 2007, le florilège recueil de poèmes 2011, l'amitié sacerdotale qui est sous presse. Et nous recevons Dr Clément Lona ce soir avec son œuvre intitulée L'Uruswasi. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir très très fort le Dr Clément Lona. Notre deuxième invité est le docteur Robert Cissé, docteur en philosophie, professeur de philosophie à l'UCAO, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, et de théologie au grand séminaire Saint-Augustin de Bamako. Robert Cissé est auteur de Chantons la vie, publié en 1990 chez la librairie du Kénédougou. Il est aussi auteur de Monseigneur Jean-Marie Cissé, le chant de ma vocation et de ma mission chrétienne chez Djamana en 2014. Docteur Robert Cissé, mesdames, messieurs, sous vos ovations. Merci beaucoup. C'est donc assez pour vous dire que ce soir, le train littéraire est assez spécial parce que habituellement, c'est un seul conducteur en fait qui nous conduit dans l'univers de ses œuvres, dans l'univers de ses pensées. Mais aujourd'hui, nous avons la grande chance, le grand honneur de recevoir deux grands docteurs, deux très grands intellectuels, deux grands littéraires. Et ils sont à la fois des poètes et des philosophes. En eux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de voir le cœur et la raison cheminer ensemble, se retrouver alors chez une même personne et que l'une et l'autre puissent vraiment briller sans faire de l'ombre, voilà, à l'autre. En eux, la poésie brille sans jouer sur la philosophie brille sans jouer sur la raison. C'est quand même très très rare de pouvoir cheminer à la fois avec son cœur et sa raison. Et pour cette particularité que nous avons chez les deux auteurs, mesdames, messieurs, une fois de plus, à bord du train littéraire, nous aimons que vous applaudissiez nos auteurs. Merci beaucoup, merci vraiment. Docteur Clément Lona, bonsoir et bienvenue à bord du train littéraire. Merci, bonsoir. Merci. Et quelle est votre première impression de vous trouver co-conducteur du train littéraire? Eh bien, c'est une impression agréable. Je n'avais jamais découvert cet espace-là d'expression littéraire et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je vais devoir dire mon expression littéraire pour la première fois dans votre espace littéraire. Merci, docteur. Nous allons donc essayer de progresser un peu avec vous avant de passer la parole à docteur Cissé. L'Uruswasi, alors c'est un mot
que personnellement j'ai cherché partout avant de comprendre qu'il s'agit d'un néologisme que vous-même vous avez créé. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est l'Uruswazi? Bien sûr, avec beaucoup de joie. Évidemment, vous ne trouverez pas l'Uruswazi dans un dictionnaire, le plus parfait soit-il, parce que l'Uruswazi est une production, une création du poète. La poésie, les Grecs disent poésis, c'est la création. Donc, l'Uruswazi est une œuvre poétique et faite de création. Alors, le titre même de ce recueil de poèmes est forgé à partir du nom de mon village qui s'appelle Urus. En disant Uruswazi, je veux signifier que l'inspiration littéraire vient de ce village-là et que la description de la culture que je suis en train de faire là est la description de la culture du terroir, de ce terroir qui se trouve au nord de la Guinée, habité par des ethnies qui se trouvent à la fois en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Gambie. Ces ethnies s'appellent les Konyagi, les Bassari, les Badjaranké, et ils ont des neveux, les Tendaboïnes, les Tendamayo, et puis les Bédik qui ne se trouvent qu'au Sénégal. Alors j'ai eu donc cette inspiration pour pouvoir faire connaître cette culture-là, qui est assez spécifique, une culture kaléidoscope, parce que elle a plusieurs formes, et surtout, ces ethnies ont beaucoup lutté pour conserver cette culture, au point même de s'enfermer dans cette culture. Je veux honorer cette culture tout en l'invitant à s'ouvrir à la modernité. Merci, docteur Clément Luna. Robert Cissé, nous allons passer à vous. Alors, nous vous recevons ce soir avec une théorie, la théorie mauritanienne de la loi naturelle et de la doctrine de Saint Thomas d'Aquin. Alors, avant toute autre explication de cette théorie mauritanienne de la loi naturelle, est-ce que vous pouvez nous donner vos premières impressions d'être à bord du train littéraire ce soir? Je vous remercie tous et je suis très très heureux de me trouver dans ce train. Je le pensais un train réel, donc en marche, mais je vois que c'est des personnes qui, en fait, par leur présence et par leur participation à cette soirée, permettent donc de bouger dans le domaine de la littérature et dans le domaine donc de tout ce qu'on peut exposer et qui permettent à l'homme donc d'exprimer ce qu'il est, et de faire surtout passer, si vous le permettez, que j'entre déjà dans le sujet, de faire surtout passer sa raison, la raison humaine, parce que c'est la caractéristique donc de la personne humaine. Donc je suis très heureux de me trouver dans ce train, et encore une fois, comme vous, j'aimerais bien que ce train arrive vraiment jusqu'aux extrémités de la Terre. D'accord, merci docteur Cissé. Alors, pourquoi vous avez voulu mener toute une thèse sur Jacques Maritain et de vouloir même saisir du doigt alors sa théorie sur la loi naturelle et alors le lien avec sa théorie de la loi naturelle et celle de Saint-Augustin? Alors, je suis parti d'un constat que, disons, dans la littérature... J'avais dit Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, oui, vous avez raison, c'est bien Saint Thomas d'Aquin. Je suis parti du constat que dans la littérature contemporaine, il y a pas mal de définitions de la loi naturelle qui sont en fait abstraites. Or, Jacques Maritain, un auteur que j'ai un tout petit peu étudié, me semblait entrer en profondeur de la compréhension de ce qu'est la loi naturelle. Et cela au contact de tout ce que l'Église enseigne, surtout en sa hiérarchie, quand il parle de la loi naturelle.
Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du superficiel qui mette l'homme en dehors de lui-même. Il faut plutôt garder le naturel de l'homme et il faut, à partir de ce naturel-là, permettre à l'homme de construire sa vie, de construire vraiment son humanité. Voilà donc des questions que je me suis posées et cela m'a permis donc de comparer cet auteur avec celui qu'il dit être son maître, donc saint Thomas d'Aquin, parce que Maritain est tout à fait un thomiste du XXe siècle et qui a porté vraiment toute la pensée de saint Thomas d'Aquin à la lumière donc de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il a porté un regard sur tous les aspects donc de la vie humaine aujourd'hui. Voilà pourquoi donc je me suis lancé dans ce champ et puis bon, j'ai essayé de cultiver autant que je peux pour débroussailler et permettre que germe vraiment le bon grain. Docteur Clément, pourquoi vous avez choisi la poésie pour faire connaître la culture oursoise? Parce que l'une des motivations majeures chez vous, c'est vraiment vulgariser la culture oursoise. Alors cela pouvait passer par des chants, cela pouvait passer par le théâtre, cela pouvait passer par le film, le cinéma, mais pourquoi la poésie? La poésie, c'est beau, hein? La poésie, c'est beau parce que une idée exprimée par la poésie est habillée. Et c'est cette beauté-là que j'ai cherchée pour exprimer la culture de mon terroir. Il y a plusieurs façons de l'exprimer, comme vous le dites, mais j'ai choisi la poésie. Depuis l'enfance, je fais un peu de poésie. Et vous savez que la Guinée, sur le plan littéraire, culturel, avec Fodeba Keïta, était beaucoup en avance et a réveillé l'Afrique sur le plan littéraire. On a été pris par ce talent littéraire-là, si bien que tout petit, je faisais un peu de poésie. Et puis la nature guinéenne même, que vous savez très belle, de partout, inspire à faire la poésie. Ah, donc voilà tout le conditionnement qui m'a poussé à faire la poésie, à faire connaître cette culture-là par la poésie, de façon privilégiée. Il y a d'autres formes, il y a l'histoire aussi. Je fais connaître cette culture par l'histoire et puis par d'autres confessions, mais vraiment la forme littéraire de la poésie est la forme privilégiée pour faire connaître cette culture à cause de la beauté. Qu'on découvre cette belle culture kaléidoscope par la beauté aussi littéraire. D'accord, nous restons toujours avec vous, docteur Clément Lona. Est-ce que vous pouvez nous parler de la spécificité des Oursois? Eh bien, Ourous, c'est un petit village de la Guinée qui se trouve au nord de la Guinée, à la frontière avec le Sénégal, avec la Gambie, la Guinée-Bissau et un peu le Mali à travers Mali-Guinée. On a une région qui s'appelle Mali-Guinée qui fait frontière avec la région de Kéniéba. Donc nos populations là viennent jusqu'à Kéniéba. Et donc ce petit village là a eu la chance d'accueillir les missionnaires catholiques. Et ces missionnaires-là, en venant évangéliser, ont fondé l'école. Et ce village a accueilli non seulement l'évangile, mais aussi l'école et donc la culture occidentale. C'est bien que, je vous l'ai dit, c'est une population qui a beaucoup lutté pour garder ce terroir, mais pour garder aussi sa culture. Parce que dans la zone, tout le monde, les peuples alentour voulaient, pour une question d'hégémonie, commander la région, diriger la région. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de guerres, et si bien que, à force de faire les guerres, eh bien, ils se sont trouvés en train de s'enfermer dans leur culture. Mais avec l'école, j'ai vu que Ourous a ouvert la culture
à sa culture, à la culture moderne. Et effectivement, il y a eu beaucoup de cadres qui ont été formés à partir de l'école d'Urus. Et pour mémoire, c'est le cas qui est beaucoup connu, c'est le cardinal Robert Sarah, qui est à la curie romaine. Il vient de ce petit village d'Urus-là. Et il y a aussi le premier chanoine de la Guinée, Monseigneur Louis Patebari, qui est de ce petit village d'Urus. Et beaucoup d'autres cadres religieux, Urus est surtout connu pour ses cadres religieux, mais il y a beaucoup d'autres cadres aussi qui sont formés. Donc c'est à cause de cette ouverture-là engagée par Urus que j'ai décidé donc de parler de cette culture, de ce terroir à partir de mon village d'Urus. D'accord. Et de toute façon, dans votre poésie, vous parlez vraiment bien de cette culture urusoise. La tradition à bord du train littéraire, c'est que, alors très généralement, quand nous recevons les auteurs ici, alors c'est le présentateur qui lit des passages. Mais quand je vous ai vu lire une fois des passages, en fait des poèmes, alors vous, non seulement vous êtes auteur de ces poèmes, mais vous êtes vraiment l'âme de ces poèmes-là, parce que vous êtes dans une sorte de rythme qui chante et vous donnez tellement envie de vous lire que je crains de ne pas faire mieux que vous, si bien que j'aurais quand même aimé vous demander à vous-même de nous lire un extrait, une pièce, voilà, au nom de la beauté, au nom de l'amour que vous avez pour Urus. Mon recueil est intitulé l'Urusoisie. Il y a un poème qui est consacré à Urus. Il y a beaucoup d'autres poèmes, mais il y a un poème qui s'appelle le panégyrique urusois. Un panégyrique, c'est un poème qui vante quelque chose ou quelqu'un. Et là, vraiment, j'étais très jeune. Et quand on est jeune, la sensibilité est forte, alors ça se sent dans le poème. Peut-être que maintenant, je n'aurais pas eu cette audace de parler ainsi de façon dithyrambique d'Urus. Alors, voilà le panégyrique urusois. Resplendissante comme le soleil du Sampachi, brillante comme l'or pur du Mandingue, belle et délicieuse comme la rose céleste. Urus, tu mérites ce nom wolof signifiant l'or pur, que nos pères Tenda t'ont donné comme programme de vie. Tu mérites le patronage de la Sainte de Lima, Rose, à laquelle nos saints missionnaires t'ont confié pour veiller sur toi et te conduire vers la sainteté tout au long de ta vie. Car tu es réellement belle et radieuse, la douce et sacrée hospitalité de tes populations, le visage gracieux de tes Djarar et Ariaga, les manguiers fleuris et souvent rangés en forme de croix, preuve de ton profond enracinement dans la foi chrétienne, l'odeur suave des fleurs de tes fromagers et baobabs, dont se nourrissent les abeilles pour te produire le doux miel, les épineux, surtout les acacias blancs qui défient la chaleur, les rogniers rangés avec ordre et qui de loin dévoilent ta splendeur, les bosquets pour conserver fruits de toutes sortes pour tes enfants, mais aussi pour conserver les tabernacles des ancêtres, la verdure des champs de mil et de maïs, d'arachides, de fonio, de riz et des tubercules pendant l'hivernage, ton sable dont tu es fier, étendu gaillardement dans le cognac, t'obligeant à avancer lentement mais sagement dans l'histoire. Tout cela, c'est ta beauté, Urus. On applaudit. Tout cela, c'est ta beauté, Urus. Et docteur, êtes-vous nostalgique de Urus ou de votre jeunesse? Eh bien,
des deux. Je suis nostalgique de ma jeunesse, mais je suis aussi nostalgique d'Urus. Soyez sûr que je ne vais pas quand même fermer cette porte sur votre jeunesse. Je reviendrai là-dessus. Mais avant, je m'adresse à Dr Cissé. Donc du coup, Dr Cissé, j'aurais quand même aimé que vous nous parliez brièvement, d'abord de ces deux auteurs, Jacques Maritain et Saint Thomas d'Aquin. Ensuite, de nous dire qu'est-ce que c'est que la loi naturelle et qu'est-ce que la connaissance par connaturalité. Je vous remercie. La philosophie, pour moi, c'est pas... De toute façon, ce que j'ai écrit, ce n'est pas de l'abstraction, c'est du réalisme. Hein. C'est très réaliste ce que mon auteur donc, présente comme connaissance donc, de la loi naturelle. Et cet auteur, je ne commencerai pas par le présenter, je commencerai par son maître, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est ce philosophe, grand philosophe que nous connaissons. Nous avons ouï dire que c'est un philosophe et en effet, il est un grand théologien d'abord. Saint Thomas d'Aquin est un théologien avant d'être un philosophe. Et nous avons parmi nous deux, entre nous deux, lui il connaît bien Saint Thomas d'Aquin. Il a suivi les traces également de Saint Thomas d'Aquin puisqu'il est aristotélicien. Il vous l'a dit hier dans des échanges que vous avez eus. Et Saint Thomas d'Aquin donc est cet homme, ce théologien qui a essayé de concilier foi et raison. Alors comment est-ce que la raison doit tenir compte de la foi et comment est-ce que la foi tient compte de la raison, tout en ayant bien sûr comme point d'achoppement que la révélation donc de la foi est donc manifeste dans toutes les œuvres que lui il va écrire, notamment la somme théologique ou encore les sentences. Donc voilà ces philosophes théologiens et voilà ces théologiens philosophes qui a influencé toute la littérature donc, du Moyen-Âge et surtout la philosophie du Moyen-Âge. Alors, présentant Jacques Maritain, je disais tantôt que Jacques Maritain était un néo-thomiste, en ce sens qu'il est un disciple de la pensée de saint Thomas d'Aquin et il essaie de faire passer à la lumière donc, de la pensée de saint Thomas donc, toute sa réflexion sur les différents aspects donc de la vie humaine, de la vie que nous connaissons en matière de morale, en matière donc de métaphysique, en matière d'éthique, etc., etc. Donc voilà, Jacques Maritain est un philosophe français qui est né donc le 18 novembre 1882 à Paris et il est mort donc le 28 avril 1973 à Toulouse. Donc une vie bien remplie, 91 ans je crois, et cet homme est convaincu que, en effet, donc la loi naturelle est connue par inclination ou par connaturalité. Connaturalité ou inclination, c'est la même chose. Connaturalité ou inclination, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi naturelle est connue non pas par concept disséqué, non pas par un discours, ce n'est pas discursif, mais c'est plutôt de façon connaturelle, c'est-à-dire une certaine affinité, une certaine compassion, et saint Thomas d'Aquin dirait même une compassio affinitas, ça veut dire que vous faites de la loi naturelle comme votre épouse, comme une partie de vous-même. Elle n'est pas extérieure à vous. Donc, et vous la connaissez. Alors lui, il soutient donc cette thèse que cela existe. Alors donc, il soutient que dans les textes de saint Thomas d'Aquin, cela est dit que la loi naturelle est connue donc par inclination ou encore par connaturalité. Alors moi, mon travail a consisté à suivre tout ce parcours, à l'analyser et de façon progressive pour voir si réellement saint Thomas d'Aquin, dans ses textes sur la loi naturelle, parle de cette connaissance par connaturalité ou par inclination.
Et la réalité est que, comme nous le verrons dans la suite du débat, nous le verrons, la réalité est que ce n'est pas comme ça, c'est pas exactement comme ça, mais pour Jacques Maritain, il est convaincu que cela fait partie donc des écrits donc de Thomas d'Aquin. Et si on ne le comprend pas comme ça, on ne pourra pas comprendre le reste des écrits de saint Thomas d'Aquin. Docteur Cissé, j'aurais aimé que vous nous définissiez plus concrètement la loi naturelle. Qu'est-ce que nous devons comprendre par loi naturelle? Alors, donc, je commence par la définition de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, pour lui, la loi naturelle n'est rien d'autre que cette participation de la loi éternelle, donc dans la raison, dans la personne raisonnable, dans l'être raisonnable. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a en Dieu une loi que Dieu a inscrite dans le cœur de l'homme. Et l'homme ne peut pas ignorer cette loi-là. Et l'homme, comme sa principale et sa caractéristique est donc la raison, donc c'est vraiment une participation de cette loi éternelle-là, de cette loi divine, si vous voulez, dans la raison de cet être-là, et qui lui permet de comprendre, de saisir au premier coup une réalité et qui sait comment donc s'orienter. Et c'est là que Jacques Maritain, il dit que puisque l'homme a une intelligence et il sait se déterminer à des fins qui lui sont propres, et cela dénote de cette nature humaine-là, cela n'est rien d'autre que la loi naturelle. Donc pour dire quoi? Que chaque fois que l'homme est pris comme un être intelligent, il peut donc se déterminer, c'est-à-dire qu'il peut savoir où aller. Alors, savoir où aller, ça veut dire qu'il vient de quelque part. Alors maintenant, si vous me posez la question, et comme moi-même je me suis posé la question, mais comment se fait-il que des hommes ignorent cette loi-là? Qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Pourquoi? Alors, Jacques Maritain, il trouve que c'est une erreur de la compréhension historique donc, de cette loi-là. Elle est là. Alors si elle n'est pas bien appliquée, naturellement, ça ne fait que changer de trajectoire. Alors, vous venez de Dieu, vous ne pourrez pas arriver à Dieu. Parce que Dieu n'a pas commandité le mal. Ce que Dieu a dit, faire le bien, éviter le mal. Et tous les autres préceptes qui découlent de ce principe-là ne sont que pour préserver donc la vie. Voilà donc le point de départ de toute la réflexion de mon auteur Maritain. Je reprends par exemple votre première question dans la grande problématique. Si nous disposons d'une loi naturelle qui régit la conduite humaine, est-il possible qu'il existe des personnes qui ignorent cette loi? Effectivement, vous insistez sur cette question-là. Mais est-ce qu'on peut aussi ignorer quelque chose qui est naturel? Et en fait, non. Quelque chose qui est naturel, tu ne peux pas l'ignorer parce qu'elle est naturelle. Vous pouvez me dire quel est le développement historique que cet aspect peut prendre? Quel est ce développement? Quelle est cette progression? Et à quel niveau faut-il arriver pour vraiment saisir ce premier principe, cette loi naturelle que nous avons en nous? Elle peut être de façon endormie, si vous voulez. Latente. Elle peut être latente, comme vous le dites, mais elle se réveillera et elle se manifestera. Et c'est seulement donc au contact donc de la réalité que cela donc prendra un peu plus d'effet, prendra un peu plus donc d'impact pour que nous comprenions que ce que nous faisons comme acte qui est bien, c'est une trace de la loi naturelle. Mais c'est de façon obscure, le terme obscur même, Jacques Maritain il l'utilise, c'est de façon obscure, pas tellement claire, mais tout de même l'homme là, mais avec le développement historique, avec sinon les schèmes dynamiques, ils sont dans l'homme. Tous ces schèmes dynamiques de la connaissance du bien sont existants à l'homme. L'homme ne peut pas ignorer cela.
et de façon naturelle. D'accord. On applaudit Dr Cissé, mesdames, messieurs. Merci, docteur. Docteur Clément Lona, dans un de vos poèmes, il y a des vers qui disent ceci. J'ai beaucoup aimé la formule. Ici, personne n'est étranger. Est-ce que vous pouvez nous lire ce poème-là? Bien sûr que oui, je peux vous lire ce poème et le commenter. Le poème que je vais vous lire, c'est un acrostiche. Il s'intitule Kundara. Kundara. Ou Hundara en Wamei, un carrefour stratégique. Nid de peuples divers, de la Guinée et du Sahel, à Hundara en Koniagui, régulateur du Sahel, aucun peuple n'est étranger. Aucun peuple n'est étranger à Kundara. Cette formule m'a personnellement marqué dans ce poème-là. Et Dr ça m'amène à vous poser une question. Finalement, que devons-nous comprendre par étranger? En fait, dans la culture de mon terroir, le mot étranger n'existe pas tellement. Parce que, et c'est cela la curiosité qui m'a poussé aussi à écrire ce vers-là, ce poème-là, j'ai vu que quand les parents se sont installés dans cette zone, eh bien, tout de suite, ils ont aussi créé un espace pour accueillir l'autre. Et cet espace-là a été dénommé Yukunkun, et c'est même devenu, au temps de la colonisation, le chef-lieu de la région. Actuellement, le chef-lieu a été changé, c'est Kundara, mais cet espace-là, pendant longtemps, est resté le chef-lieu de la région. Donc l'accueil était pour tout le monde. Quand je dis qu'aucun peuple n'est étranger, c'est à partir de cette réalité. Ce n'est pas inventé. Pourtant, il y a eu des guerres, comme je vous l'ai dit, dans cette région, pour une question d'hégémonie. Quand les hommes sont quelque part, eh bien, leur caprice, les velléités des hommes les poussent à vouloir dominer l'un sur l'autre. Alors c'est ce qui a amené la guerre. Mais malgré cette guerre-là, j'ai aussi découvert que pendant ces guerres, les Koniagui, qui étaient donc les guerriers, avaient une bonne morale de la guerre. Et pendant la guerre, on s'en prenait seulement aux guerriers. C'est eux qui rendaient des comptes. Mais les autres pouvaient continuer leurs activités. Et après la guerre, bon, ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, quand même, il y a le butin quand on a gagné la guerre. Et les butins pour ces guerriers-là, c'était de prendre les petits-enfants et les femmes. Et il y en avait de belles femmes à côté. Et même surtout les peuls. Parce que c'est eux qui sont à côté de nous. Et c'est si bien qu'il y a beaucoup de mélanges dans nos ethnies. Moi-même, je suis Koniagui, mais le teint naturel Koniagui est très noir. Pourtant, je suis un peu teinté. Cela veut dire qu'une de mes grand-mères est Peul. Et on en trouve comme ça. Et donc, si jamais les Koniagui avaient des dessins de colonisation, s'ils voulaient étendre leur empire, ça pouvait aller loin. Mais non, ils n'avaient pas cet esprit-là. Ils voulaient simplement vivre en paix avec les autres, et parce que dans leur mentalité, aucun peuple, aucun n'est étranger. Et même quand ils prenaient les enfants et femmes là, ce n'était pas comme on voit dans d'autres ethnies, dans d'autres cultures, des esclaves. Non, ils étaient complètement intégrés dans la culture, dans la famille. Ils pouvaient être des chefs si jamais ils étaient dans la famille royale.
cela ne posait aucun problème et jusqu'à présent, cette culture-là continue. C'est pourquoi je dis que dans cette région, en tout cas, il n'y a pas d'idée d'étranger. On peut aller partout, on va trouver toujours son parent. Partant de ma culture, de cette culture, aucun peuple n'est étranger et cela est une réalité dans cette région de Koundara. D'accord. Maintenant, nous allons essayer de faire une analyse beaucoup plus élargie. Nous allons sortir du cadre de l'Ouroswazi, du cadre de Koundara. Ouais. Essayons de voir le monde aujourd'hui, docteur. Ouais. Tout se passe comme si nous sommes en train d'aller vers une sorte d'uniformisation des valeurs humaines et même de l'éducation de l'homme tout court. Ouais. Est-ce qu'à ce rythme-là, un jour, nous n'allons pas arriver à une culture unique, même mondiale? Si oui, est-ce que cela est profitable à l'être humain? La mondialisation, c'est-à-dire l'interdépendance des rapports, des liens entre les hommes actuellement, c'est une réalité. Les nouvelles technologies favorisent cela. Donc on ne peut pas nier ce fait de la mondialisation. Cependant, tout ce que les hommes font, il n'y a rien de parfait dans ce que l'homme fait. Il faut être toujours vigilant pour conserver une forme de qualité de vie dans ce que l'homme fait. Donc je suis d'accord que on ne peut pas nier la mondialisation. Cependant, la mondialisation peut être aussi guidée par certaines puissances, certains hommes plus forts qui vont imposer aux autres seulement leur point de vue. Et si bien que par mondialisation, ça sera peut-être une colonisation d'esprit, de façon de faire que certains, par leur puissance matérielle ou bien médiatique ou politique, vont imposer aux autres. Et si la réalité de la mondialisation ne peut pas être niée, je pense que les peuples aussi ont raison quand même de garder une certaine authenticité. Il y a une spécificité à conserver. Il faut progresser dans cette mondialisation avec une certaine authenticité. Merci, docteur. On applaudit docteur Clément Lona. Docteur Cissé, les anthropologues, les ethnologues, les premiers, quand ils arrivaient en Afrique, en tout cas dans les pays dits indigènes, entre guillemets, alors finalement, ils étaient parvenus à développer un concept, un moment, le concept des patterns, habits culturels, comme quoi il suffisait de voir un peu tout de suite, de par ses traits physiques, son habillement, sa façon de parler, pour savoir que celui-là c'est un Peul. On pouvait savoir, en fait, dès le premier regard, qui était Dogon, qui était Malinké, qui était Soraï, qui était Ivoirien, qui était Congolais, on pouvait le savoir tout de suite. Mais au jour d'aujourd'hui, le monde est tel que les populations, en fait, ont connu un brassage tel qu'il est très difficile au jour d'aujourd'hui de pouvoir dire avec précision, et rien qu'en voyant une personne qu'il est de tel pays ou de tel pays. Alors du coup, les papiers ont réglé tout cela. Mais d'autres problèmes sont là, docteur, à cause des guerres, surtout, à cause de la pauvreté. Par exemple, les gens quittent chez eux, ils partent ailleurs, ils s'établissent sur deux générations, 3 générations. Ils ont la nationalité de ces pays-là. Alors, quel crédit accorder aujourd'hui à ces mots étrangers, selon vous, en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel? Quelle est votre contribution pour comprendre ces mots étrangers aujourd'hui? Le terme étranger, tel que je peux l'analyser,
me fait comprendre que l'étranger n'est rien d'autre que l'autre. Et en philosophie, le rapport, donc, comme l'a dit le docteur Clément, cette relation-là, cette authenticité d'abord que nous avons, et cette ouverture de cette authenticité à une autre authenticité. Alors donc le regard étranger ou encore le regard sur l'étranger qui mettrait des barrières encore entre les hommes me paraît un regard qui n'est pas de la raison. Parce que tout simplement, en regardant avec la raison que j'ai, je sais tout de suite que celui que j'ai en face de moi n'est rien d'autre qu'un autre moi-même. Donc Lévinas a longuement traité de cette relation, l'autre comme moi-même, et qu'a traité de cela. Et l'autre là, si d'aucuns y mettent le terme étranger, c'est regarder au-delà de la compréhension que nous avons du terme étranger pour y voir plutôt que c'est moi qui me situe là. Donc ce qui fait que sans perdre son authenticité, il demeure toujours cet autre qui s'ouvre à l'autre, et ceux chez qui il va, ou ceux vers qui il va, ceux-là donc sont également ouverts. Alors maintenant, si les guerres que nous voyons, les tensions que nous avons entre donc, ces diverses personnes, ces divers autres moi-même, si nous voyons ces tensions, ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas encore compris que cet autre-là, c'est moi-même. Voilà ce que je peux dire. Donc celui que je peux voir comme étranger n'est ni plus ni moins que moi-même. Exactement ça. On applaudit, mesdames, messieurs. Alors je vous rappelle que le train littéraire est un voyage qui s'est fait en 3 étapes. La première étape, c'est cette partie-là où je reçois les auteurs, je leur pose mes questions. La seconde, maintenant, c'est à vous de nous conduire, hein, mesdames, messieurs. Les auteurs sont à vous pour vos questions, vos remarques, vos critiques, voilà, pour vos contributions de façon générale. Et après cette deuxième étape, la dernière, c'est un cocktail en bas. Donc, à vous la parole, mesdames, messieurs. Train littéraire. Moi, c'est Ali Garba Kunta. Alors, foi, raison, c'est ça. Je connais un peu Avreios, que vous connaissez très certainement. Dans sa philosophie, foi, raison, il parle du pouvoir de la sainteté, le pouvoir des bonnes intentions, par exemple. C'est-à-dire, ce qu'il venait de dire, le naturel est dans l'homme, mais comment il est altéré? Comment, avec tout ça, on est en certaine animalité. Et Dieu dit dans le Coran, que je connais un peu, que l'homme naît bon. Mais c'est l'éducation de ses parents ou le milieu au sein duquel il vit qui l'altère, qui le rend mauvais. Sinon, la bonté est innée dans l'homme. L'âme même, c'est la pureté. Donc, l'homme aspire toujours à faire du bon. Bon, maintenant, ne soyez pas étonnés qu'il soit pire que l'animal. C'est quand il n'a pas la foi. Dieu dit, il serait pire que l'animal. Parce que le lion, par exemple, quand le lion a bien mangé, il est rassasié, tu peux l'enjamber, il ne te dit rien. L'homme, c'est quand il est rassasié qu'il pense comment faire du mal. Il a toutes les aptitudes à penser comment faire. S'il n'est pas bon, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme on l'a dit. Alors donc, je m'en vais à certaines théories philosophiques sur la bonté. Comment ça donne? Vraiment, moi j'ai expérimenté ça. Quand on est bon de cœur, on est illuminé. Souvent, quand votre réflexion s'arrête, c'est en ce moment que vous voyez d'autres inspirations qui vous donnent des chemins à suivre. Vous ne savez même pas. Tout ça qui fait le succès de l'homme dans sa quête de bonheur, pour moi, le principe et l'énergie qui peut amener à ça,
c'est comme vous l'avez dit, la loi naturelle vers sa direction innée, qui est quoi? La bonté, l'éthique de vie. Quels sont ces éléments? Quel contenu on donne à l'éthique de vie? Peut-être c'est là qu'il faut chercher des éléments. La bonté c'est quoi? Quels sont les éléments de la bonté? Donc c'est pas la spiritualité pour moi est expérimentale. C'est une vie de tous les jours. C'est pas théorique. On le vit. La vie des grands hommes, on le vit et il y a vraiment un succès enfin. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir intervenu et nous avoir remis dans la pensée d'Averroès. Et en lecture donc, de ce texte très beau d'Averroès, nous pouvons également, selon ce que vous avez dit, relire toute la philosophie de Rousseau et de Hobbes, où on voit tout de suite qu'il y a des difficultés, il y a donc cette tension, cette passion de la nature qui fait que l'homme devient un loup pour l'homme. Malheureusement, mais alors cela n'est pas naturellement de l'effet de la loi naturelle, parce que la loi naturelle en effet repose sur tout ce qui est bien, donc tout ce qui ramène vers Dieu. Donc nous avons tantôt défini la loi naturelle comme ça, étant donné que l'homme est doté d'une intelligence, et cette intelligence-là, elle n'est pas seulement de l'ordre discursif, mais elle est également de l'ordre de la mystique, de l'art, de la poésie, et de la spiritualité qui permettent vraiment à l'homme de découvrir que sa vie ne se résume pas, et sa vie ne se constitue pas dans la guerre ou dans le rejet de l'autre, mais plutôt une vie qui est ouverte à l'autre et qui permet de se connaître, et de connaître l'autre. Et quand on connaît l'autre, on ne le considère pas comme un loup. Et ce n'est certainement pas de façon discursive qu'il faut donc défendre cette thèse, parce que vous ne réussirez pas. Mais si vous partez donc de ce background-là, donc de ce substrat, nous pouvons être sûrs que le salut de l'homme et de l'humanité recevra vraiment une lumière et elle entrera dans sa pleine manifestation. Je suis Idrissa Koulibaly, philosophe en formation et c'est avec passion. D'abord, je remercie nos deux docteurs de leur présence. Alors, par rapport à saint Thomas d'Aquin, j'ai lu quelque part que le combat avec le diable fait partie des attributs de la sainteté. Et Thomas d'Aquin aurait combattu avec le diable avant d'être un saint. Alors, docteur Cissé, comment vous appréhendez cet état de fait? Ma deuxième intervention, c'est par rapport à saint Thomas d'Aquin qui a d'une certaine façon christianisé Aristote. Rappelez-vous de l'existence de Dieu à travers ce que Aristote a appelé l'actus purus. En remontant par exemple de cause à cause, nous ne sommes pas la cause de nous-mêmes, tous les êtres ont leur cause. Donc en remontant de cause en cause, il faut à un moment donné s'arrêter à une dernière cause. Et cette dernière cause, Aristote l'appelait l'actus purus ou l'acte pur. Saint Thomas d'Aquin a pensé en termes chrétiens à Dieu. Est-ce que selon vous, l'actus purus est l'équivalent de Dieu? Et troisièmement, par rapport à la foi et la raison, est-ce que vous pensez que sur le plan de la rigueur intellectuelle, on peut concilier foi et raison, en laissant de côté bien sûr Emmanuel Kant qui nous demande de limiter le domaine de la raison pour faire place à la foi? Cette fois-ci, docteur Clément, si la loi naturelle est innée, comment fait-on pour la percevoir? Vous avez posé des questions sur les notions de bien et du mal. Bon, docteur Cissé l'a abordé sous l'angle du bien matériel. Moi, j'aurais plutôt préféré que la question soit abordée sous l'angle moral, par exemple. Les idées de bien et de mal varient d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, d'une tradition à une autre. Est-ce que partant de ce point de vue, est-ce qu'on peut parler de l'existence d'une morale universelle? Alors, vous allez m'aider à retrouver vos différentes questions, mais je commence par la première. Vous parliez donc de la lutte de saint Thomas d'Aquin avec le diable par le chemin de la sainteté. Donc, pour saint Thomas d'Aquin, en effet, le chemin de la sainteté est le chemin le plus parfait. C'est-à-dire, c'est le chemin du sacrifice de soi
qui permet naturellement de combattre tout ce qui peut vous venir en attaque, donc comme le diable. Donc c'est le chemin du sacrifice, comme le chemin de la sainteté, comme vous l'avez dit. Sainteté et sacrifice revêtent la même signification chez saint Thomas d'Aquin. Sainteté signifie que vous vous êtes sacrifié. Alors, donc, la deuxième question, c'était... Oui, alors, donc, est-ce qu'il faut appeler ça Dieu? Naturellement, pour saint Thomas, il appelle Dieu. Donc, tous les mouvements, ou du moins toutes les 5 preuves, ou toutes les 5 voies de l'existence de Dieu dénotent que, quelque part, à la fin, ça ne peut être appelé que Dieu. Saint Thomas est très clair là-dessus. Sur l'acte pur d'Aristote, Aristote a vraiment valorisé la raison parce que c'est à partir de la raison qu'il est allé jusqu'à l'existence de l'acte pur et qu'il appelle noésis en grec, noésis parce que ce sont des grecs, hein, noésis, noésio, hein, pensée de la pensée. Comme l'a dit le docteur, pour saint Thomas, c'est Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu de la révélation. Et quelquefois, surtout les catholiques qui lisent Aristote avec les lunettes de saint Thomas, confondent cette réalité-là. Aristote ne connaît pas le Dieu de la révélation. Hein, c'est saint Thomas qui connaît le Dieu de la révélation et qui l'applique. Hein, qui étudie cette pensée, qui s'approprie cette pensée ancienne et qui dépasse cette pensée ancienne aussi. Et donc, je veux signaler que la pensée grecque ne connaît pas l'idée de création. Pour les Grecs, le monde existe de toute éternité et que l'acte pur, en fait, est séducteur. Hein? Il attire le monde par sa perfection. C'est l'idée qu'Aristote a et les Grecs en général. Mais donc cet acte pur-là, saint Thomas n'hésite pas à l'appeler Dieu, mais le Dieu de la révélation, ce que Aristote ne pouvait pas dire parce qu'il ne connaît pas ce Dieu de la révélation. Et par rapport à la raison et à la foi, naturellement, c'est toute la question de la philosophie chrétienne. Est-ce qu'elle existe une philosophie chrétienne? Je dirais oui, elle existe une philosophie chrétienne. Et cela sous-tendu par la foi et la révélation. C'est même tout le soubassement donc, de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Puisque au début, j'ai même dit que saint Thomas d'Aquin était d'abord un théologien avant d'être un philosophe. Merci, docteur. Un dernier mot, votre dernier mot à l'endroit du public. Et je suis très très heureux de me trouver dans un train avec un public assez nombreux. Et je réalise que nous sommes tous intéressés par la littérature, par la poésie, par la philosophie, par l'éthique, etc., par la métaphysique. J'ai été surtout touché de ces diverses interventions que vous avez eues en matière de philosophie. Cela est très très important parce que quelquefois on dit que les philosophes sont donc des rêveurs. Et je pense en effet que si on ne rêve pas, on n'atteint pas un objectif. Il faut bien rêver en ayant les pieds sur terre. Merci. Docteur Clément. Je remercie ce public charmant que j'ai découvert, avec lequel j'ai échangé sur mon inspiration littéraire, poétique. Et j'encourage la radio Djoliba à toujours mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faire connaître la culture. Et j'encourage tout le monde à aimer notre culture comme moi j'aime ma culture. Monsieur Dissa disait que si je n'avais pas de nostalgie de ma jeunesse ou bien d'ours, effectivement, il n'a pas tout dit, mais je sais ce qu'il n'a pas dit.
Hein? Je garde cette nostalgie de ma jeunesse d'Ourous et de mon village d'Ourous. La preuve, c'est que chaque fois que j'ai l'occasion, je vais à Ourous. Et depuis quand j'étais jeune, j'ai quitté jeune Ourous pour aller aux études vers Conakry et puis l'extérieur. Mais les vacances, je suis toujours revenu à Ourous pour m'imprégner de la culture. Parce que je l'ai aimée et je veux la développer. Je souhaite que tout le monde aime cette culture. Quand nous connaissons notre culture, nous allons dépasser des tensions qui nous envahissent et qui nous empêchent de vivre en paix. Merci. Merci, docteur. Merci. C'est sur cette réflexion, mesdames, messieurs, que je vous remercie, que je vous dis d'être vraiment des nôtres tous les derniers jeudis du mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Et il y a le cocktail qui nous attend en bas. Merci. À la prochaine.